Une réunion, celle du Conseil des ministres, c'était aujourd'hui au centre des débats du budget 2022. Une sensibilisation, celle entreprise par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, justement autour de la formation professionnelle, c'était hier soir à Riyad. Et puis un congrès, celui extraordinaire de l'Union des poètes et écrivains mauritaniens, congrès qui s'est tenu aujourd'hui et dont le coup d'envoi a été donné par les ministres de la Culture. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 15 octobre 2021. 22h que nous commençons pour parler de l'argent, car on va parler du budget 2022 qui a été l'objet d'une réunion du gouvernement aujourd'hui. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce budget? C'est ce que nous dit le communiqué publié à l'issue de cette réunion, communiqué présenté par Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le vendredi 15 octobre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi portant loi des finances pour l'année 2022. Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique relative aux lois des finances, le présent projet de loi des finances vient définir les prévisions et allocations budgétaires pour l'année 2022. Il maintient comme objectif premier l'accélération de la mise en œuvre des engagements du programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et accroît l'effort budgétaire important consenti à cet effet par la loi des finances rectificative 2021. Et c'est en rehaussant le niveau des dépenses publiques de 11% par rapport à la loi des finances rectificative 2021 et de 26% par rapport à la loi des finances initiale de 2021. Les budgets des départements sociaux, en particulier, ont augmenté de 13% par rapport à la loi des finances de l'année précédente, conformément aux objectifs de prospérité et d'équité sociale. Afin de mener à terme la mise en œuvre du programme prioritaire élargi du président, le projet de loi des finances pour 2022 prévoit la reconduction du reliquat total pour le financement des activités non achevées du PROPEP. Ainsi, les dépenses du budget de l'État pour l'année 2022 s'élèvent à 88,5 milliards MRU, soit une augmentation de 8,5 milliards MRU. Les dépenses d'investissement s'établissent à 35,32 milliards MRI, affichant ainsi une augmentation de 6,8 milliards par rapport à la loi des finances rectificative 2021, soit une croissance de 24%. Les recettes budgétaires pour l'année 2022 s'élèvent à 75 milliards MRI, soit une augmentation de 5 milliards MRI par rapport à la loi des finances rectificative pour l'année 2021, soit une croissance de 7%, malgré une baisse de 25% de dons et aides budgétaires. Enfin, le déficit budgétaire est passé de 10 milliards MRI à 13,5 milliards MRI, soit 4,95% du PIB. C'était donc la réunion aujourd'hui du Conseil des ministres, une réunion qui a permis au gouvernement de discuter et d'adopter un projet de loi portant la loi des finances 2022, une loi caractérisée notamment par une augmentation de 13% des budgets des départements sociaux. Et bien entendu, comme d'habitude, la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Bien sûr, cette conférence est tenue aujourd'hui. Elle était animée par deux membres du gouvernement, à savoir celui de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et par son collègue des finances. Nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions sur cette conférence. Et en attendant, en tout cas, les collègues de l'emploi et de la formation professionnelle, lui, a présidé une activité de sensibilisation. C'était hier soir dans la Muqata'a de Riyad, une sensibilisation autour de la formation professionnelle. Précision sur cette activité avec Bokar Bailaba. La formation professionnelle est au cœur de la stratégie gouvernementale et le programme Mehenti fait partie de ces dispositifs mis en œuvre par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Objectif, intégrer les jeunes dans le marché de l'emploi.
Ici, à Riyad, dans la wilaya de Nouakchott Sud, les pouvoirs publics ont opté le choix de la pédagogie. En d'autres termes, expliquer l'importance de la formation professionnelle, s'étonnant et aboutissant à travers le programme Mehenti. Et dans son adresse à l'endroit de l'assistance, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Taleb Ould Ahmed, a décliné toute la portée du programme Mehenti et par extension la formation professionnelle. Un programme qui a pour objectif de créer un cadre de concertation actif entre les opérateurs de l'emploi, de la formation professionnelle et le secteur privé pour garantir une meilleure adéquation formation-emploi et faciliter l'intégration des jeunes dans le marché de l'emploi. Il a indiqué que l'entrepreneuriat et l'auto-emploi constituent des moyens efficients de réduire la courbe du chômage. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Riyad, Abdallahi Mohamed Idriss, qui a loué cette initiative d'organiser cette rencontre de sensibilisation sur le programme Mehenti et les efforts du gouvernement pour résorber le chômage dans le rang des jeunes. D'autres intervenants se sont relayés pour évoquer les attentes des jeunes, les difficultés et les efforts déployés par l'État pour créer un cadre adéquat pour intégrer cette frange sociale dans le marché de l'emploi. En somme, cette action initiée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle consiste à encourager les jeunes à s'orienter vers la formation professionnelle pour acquérir davantage de compétences d'accès à l'emploi. Voilà donc pour cette activité de sensibilisation autour de la formation professionnelle. C'était hier soir donc sous la supervision du ministre de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Lui, il a présidé une autre activité aujourd'hui. Il s'agit du lancement du congrès extraordinaire de l'Union des poètes et écrivains mauritaniens. C'était donc aujourd'hui à Nouakchott. Précision avec Mohamed Ould-Khattat. Il s'agit d'un congrès extraordinaire de l'Union des littéraires et écrivains mauritaniens, organisé sous le parrainage du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, dans le cadre de la promotion de l'action culturelle. Au cours des travaux de ce congrès extraordinaire, le bureau exécutif de l'Union a confié la gestion du congrès à une commission indépendante pour superviser l'opération de vote pour scinder en deux l'Union des littéraires et écrivains mauritaniens en vue de créer une nouvelle union pour la littérature classique et une autre pour la littérature populaire. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Dahi, a souligné que l'existence d'une littérature qui s'exprime dans de nombreuses langues et divers dialectes est une richesse culturelle nationale incommensurable qui ne doit pas être perdue, surtout en cette période où les considérations matérielles l'emportent sur celles morales. Je vous félicite, a déclaré le ministre à l'endroit de l'assistance, pour la décision de votre honorable Assemblée de séparer la littérature classique de la littérature populaire. Et ce n'est là qu'un investissement et une exploitation de toutes les opportunités culturelles disponibles. À partir de là, poursuit-il, nous devons mettre les choses dans leur place et les situer dans leur contexte, car dans tous les pays comme le nôtre, il existe des unions pour la littérature classique et des unions pour la littérature populaire. Notre place littéraire arabe exige de nous d'avoir une union pour la littérature arabe uniquement. Tout comme notre patrimoine culturel populaire se doit d'avoir un cadre qui lui soit spécifique parce qu'il représente une grande partie de notre identité, de notre folklore, de notre patrimoine. Le ministre a rappelé les engagements du président de la République relatifs à la culture en général et à la littérature en particulier, soulignant que son département se tient à la disposition de l'Union pour jouer et remplir le rôle culturel historique qui lui est confié. Il est à noter que le Congrès a, outre l'approbation de la création de deux unions, celle pour la littérature classique et celle pour la littérature populaire, a désigné des comités pour la rédaction des statuts, des règlements intérieurs et des textes d'encadrement des adhérents, chacun selon sa spécialisation pour les deux unions.
Et ça, c'était donc le lancement du congrès extraordinaire de l'Union des poètes et écrivains mauritaniens. C'était aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Une célébration dans ce journal, celle de la journée internationale de la canne blanche. Eh bien, elle a été célébrée aujourd'hui. À cette occasion, le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, a entrepris plusieurs activités. Une célébration sous quel thème, Abdoulaye Demeba? Blanche est un outil d'autonomie et d'intégration de la personne aveugle. Tel est le thème de cette journée internationale de la canne blanche. Les associations et personnalités actives dans le domaine de la promotion des personnes en situation de handicap ont pris part à ces rencontres. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Sadvi Oulsiri Mohamed, a souligné que l'action de ce département s'inscrit dans le cadre de l'exécution des engagements du président de la République au profit des personnes en situation de handicap. Il a ensuite affirmé que le MASEF a lancé un programme pour l'accès à l'emploi au profit de 3800 personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, conclut-il, 1700 personnes ont déjà bénéficié de ces financements pour réaliser des activités génératrices de revenus. Le maire de Tafrak Zainat, Taleb Ould Mahjoub, a loué le rôle joué par les membres de cette couche de la société. Le président de l'association des personnes en situation de handicap, Lehbouj Oulelid, a indiqué que la canne, qui permet à ces derniers de se déplacer, constitue le symbole de leur indépendance. Le secrétaire général de l'association des non-voyants, Mohamed Saleh Oulbou, a exprimé ses remerciements à l'endroit des pouvoirs publics pour l'attention accordée à cette frange. Mokhtar Ould Salehi, président de l'Association pour la formation et l'éducation des non-voyants, a exprimé les remerciements de cette structure à l'endroit de la Première Dame pour ses interventions au profit de cette frange. À la fin de ces cérémonies, plusieurs élèves non-voyants ont été primés. Ces derniers se sont ainsi illustrés au vu des résultats qu'ils ont obtenus au cours de l'année scolaire écoulée. C'était donc la célébration de la journée mondiale de la canne blanche. Une page environnementale dans ce journal avec cette campagne de pare-feu dans la wilaya de la Saba, coup d'envoi aujourd'hui. C'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu revue en français par Melika Nakli. Les feux de brousse ravagent chaque année des milliers de pâturages, provoquant ainsi des dégâts importants, ce qui a amené les autorités publiques à prendre des mesures d'urgence cette année. Des dizaines de milliers de kilomètres de pare-feu ont été prévus cette année au niveau des wilayas des deux Hauts, du Guidimaha, du Gorgol et de la Saba. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdallahi Ould Ahmed Oulewa, en compagnie du wali de la Saba, M. Mohamed Ould Ahmed Ould Mouloud, donné le coup d'envoi des travaux de pare-feu dans la wilaya de la Saba. Au cours de la réunion regroupant le secrétaire général du ministère, les élus au niveau de la wilaya et opérateurs locaux, le wali de la Saba a mis l'accent sur les efforts déployés par ceux-ci, conjugués à ceux des autorités dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Ce département, dit-il, a pour priorité en période de sécheresse la préservation de l'environnement. De son côté, le secrétaire général du ministère a mis l'accent sur l'importance à conjuguer les efforts des uns et des autres, autorités, élus et sociétés civiles, pour assurer le succès de cette opération et préserver les pâturages, donne essentielle dans la chaîne de la sécurité alimentaire. Le secrétaire général rappelle que la wilaya est essentiellement à vocation pastorale, d'où l'importance de la sensibilisation pour préserver les pâturages qui, s'ils ne sont pas ravagés, assurent la moitié des besoins du pays. Quant aux élus locaux et représentants de la société civile, ils ont mis en exergue la nécessité d'une approche professionnelle et technicité appropriée pour mettre fin aux feux de brousse. Le secrétaire général du ministère a effectué une visite à la délégation régionale de l'environnement et du développement durable. Visite au cours de laquelle il a reçu d'amples explications données par le délégué régional quant à la mission que mène la délégation au niveau de la wilaya de la Saba, dont les plus importants sont le reboisement, la lutte contre la coupe des arbres et la vente illicite du charbon qui représente la cause essentielle des feux de brousse. Des feux de brousse justement qui sévissent actuellement dans la wilaya du Haut des Charqi et précisément dans la Muqata'a de Baskoun. On doit voir les images de ces feux de brousse là-bas. Et voilà, bien, ce sont des feux qui sont des incendies qui se sont déclenchés dans la zone de Kasmar, qui relève de Vassala, des incendies qui ont ravagé d'importantes surfaces pastorales. Il y a eu, bien entendu, l'intervention rapide
des autorités administratives locales et régionales, ainsi que des unités des forces armées et de sécurité, mais aussi des groupes de la protection civile. Il y avait aussi de nombreux volontaires des réfugiés maliens, et tout cela sous la supervision du Wali et du Hakem de Basseknou. Après l'environnement, l'économique, avec cet atelier de concertation organisé par l'APIM, autrement dit l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie, un atelier organisé en collaboration avec la Banque mondiale. C'était aujourd'hui à Nouakchott avec participation des différents acteurs. Alors, de quoi s'agit-il, Bokar Baïleba? Les membres du conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie et les personnes ressources du secteur public et privé se sont attelés à discuter sur les contours du nouveau plan d'action stratégique et opérationnel de l'Agence 2021-2026. Il a été question des potentialités du développement économique de la Mauritanie, notamment des secteurs promoteurs qui offrent d'importantes opportunités d'investissement aux promoteurs comme le minerai de fer, le gypse, le cuivre, les phosphates, le pétrole, le gaz, l'or, le poisson, entre autres. Nous sommes très contents de vous recevoir pour cet exercice technique qui est très important pour nous. Et encore une fois, un grand merci à la Banque mondiale pour le support dès le départ. C'est vraiment le partenaire technique qui nous a appuyés dès la création de l'agence. Et pour nous, c'est un exercice qui est extrêmement important parce que ça va vraiment orienter et alimenter notre feuille de route pour les 5 prochaines années. Et comme je disais tout à l'heure, pour nous, la PIM se veut vraiment cette structure hybride qui est le pont entre le secteur public et le secteur privé. Et le but, c'est vraiment aujourd'hui de vous entendre, écouter vos préoccupations, vos attentes par rapport à cette agence qui est la vôtre et aussi nous aider à faire notre travail au mieux afin de contribuer au développement du secteur privé national. Partenaire de la PIM, la Banque mondiale espère que l'agence puisse traduire rapidement les grandes orientations contenues dans son plan quinquennal en actions concrètes sur le terrain. Comme vous le savez, à la Banque mondiale, le secteur privé, il a une importance primordiale. Parce que le secteur privé, c'est le mécanisme de la création de l'emploi. Il n'y a pas d'emploi sans secteur privé. Et donc, une agence comme APIM, elle a des grandes possibilités d'aider le pays en faisant un peu même le lien entre le secteur public et le secteur privé. Parce que le secteur public ne va pas créer nécessairement l'emploi, mais va créer les conditions pour que les entreprises puissent se développer, puissent avancer et contribuer vraiment pour l'économie du pays. Je suis ravie aussi de voir que dans le titre de la présentation qui était au début derrière moi, il y avait les mots stratégie, mais il y avait aussi les mots opérationnels. Parce que c'est très important d'avoir une vision, mais c'est aussi très important de la opérationnaliser. Si le secteur public crée le cadre idéal pour les investisseurs, en revanche, le secteur privé, lui, attend de ce plan en perspective pour participer davantage au développement de l'économie nationale. Je suis très heureux d'assister à cet atelier qui est sous, bien sûr, la supervision de l'agence de la promotion des investissements en Mauritanie. Donc, nous étions vraiment des partenaires. Nous avons avancé nos idées, nous avons avancé les défis et nous sommes très contents d'avoir une stratégie très claire qui va faire aboutir les idées. C'est la première fois qu'il y a une combinaison réelle entre le secteur privé et le secteur réel et qu'il y a une entente qui a vraiment un objectif unique, c'est de faire des agrégats de l'ensemble des forces nationales, que ce soit privé ou public, dans le but de développer le pays et de créer une valeur ajoutée afin d'absorber le chômage. Pour rappel, l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie a vu le jour le 30 décembre 2020 à la faveur d'un projet de décret adopté lors de la réunion du Conseil des ministres. Sa mission est de renforcer les acquis réalisés par notre pays en matière de développement de l'investissement privé national et des investissements directs étrangers. La PIM intervient également pour pallier les insuffisances constatées et relever les défis à ce niveau, et ce, à travers une nouvelle approche s'inspirant de bonnes pratiques pour attirer les investissements massifs dans notre pays. Et ça, c'était donc cet atelier, cette concertation organisée justement par cette agence sur les
opportunités donc offertes par la Mauritanie dans les différents domaines. Des opportunités dont on parle également beaucoup actuellement à Dubaï à l'occasion de l'Expo Dubaï 2020. Le pavillon mauritanien très visité ne désemplit pas. Il y a beaucoup d'attractions, c'est ce que nous dit notre envoyé spécial là-bas, c'est Ahmed Kabr, dont le compte-rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad. Entre les stands mauritaniens dans la grande foire internationale Expo Dubaï 2020, tradition et modernité se mêlent dans une harmonie envoûtante. Des verres de thé que la plupart des visiteurs acceptent de boire dans une atmosphère qui reflète l'accueil, la générosité et l'hospitalité mauritanienne authentique. Welcome to Mauritania, so that we can see here. Les phrases en anglais coulent sur la langue des jeunes femmes et hommes mauritaniens qui accompagnent les visiteurs à l'intérieur du stand et les amènent dans un agréable voyage d'exploration en Mauritanie. Ils leur parlent des opportunités prometteuses d'investissement dans divers secteurs économiques et du potentiel de l'écotourisme et de la culture dans notre pays, des coutumes et traditions dans leur diversité et leur richesse et de l'abondance du patrimoine scientifique et culturel du pays. De nombreux visiteurs ne cachent pas leur admiration pour les stands et pour les informations qu'il leur a fournies sur les pays. Certains d'entre eux sont des investisseurs et des chefs d'entreprise qui cherchent leur chemin partout où il y a une possibilité d'établir un projet ou un partenariat rentable. D'autres aiment le tourisme et les aventures d'exploration à travers le monde. Un des premiers stands que je visite ici à l'Expo, c'est le stand de la Mauritanie. Et donc j'ai vu la nature, le paysage, j'ai vu les produits artisanaux et surtout un accueil très chaleureux. Je suis venu ici visiter le pavillon Mauritanie et j'ai vu la culture mauritanienne. C'est très intéressant parce que Mauritanie, quand on le dit, c'est un grand pays. Ici à Expo 2020, on est très content de la participation de la Mauritanie qui s'illustre de plusieurs façons durant les 6 mois, parce que c'est une exposition qui dure 6 mois. C'est sans doute une des plus longues expositions qu'on puisse trouver sur Terre. Et donc, on a la chance d'avoir un contenu très riche au sein du pavillon de la Mauritanie. Par sa participation à la foire internationale Expo Dubaï 2020, notre pays aspire à faire connaître ses potentiels économiques diversifiés et les opportunités d'investissement dont il dispose, mais aussi d'attirer des projets et des partenariats importants susceptibles de réaliser la prospérité et d'accroître la croissance économique du pays. Et ça, c'était des images et un reportage donc de Sid Ahmed Oulikpa, notre envoyé spécial, donc le compte rendu était revu en français par Abdelrahman Hamad. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la page médicale qui comprend plusieurs volets avec des ateliers organisés par Tazor à l'intérieur du pays, mais aussi à Nouadhibou, la zone franche, un atelier organisé par la zone franche à Nouadhibou. On va commencer donc par la page médicale. Cette page médicale, c'est plutôt son premier volet, c'est ce don de vaccin AstraZeneca, un don tunisien qui vient d'être réceptionné. C'était hier soir. En quoi consiste ce don? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. C'est un don de la République tunisienne renfermant un lot de 100 000 doses de vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca qui vient en appui aux efforts du gouvernement mauritanien visant à lutter contre la pandémie et qui traduit par la même occasion l'amitié et la fraternité liant les deux pays et leurs deux peuples. S'exprimant à l'occasion de la réception de ce don, le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales, Dr Ba Ampaté, a indiqué. Ce don traduit d'abord la fraternité entre le peuple tunisien et le peuple mauritanien, mais aussi, surtout, il traduit l'amitié qu'il y a entre la République de Tunisie et la République de Mauritanie. Vous n'êtes pas à votre premier don depuis le début de cette pandémie. À un certain moment aussi, la Mauritanie avait envoyé un don dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans votre pays. Nous sommes très heureux d'apprendre aussi que votre pays est en passe de sortir de cette pandémie au même titre que la Mauritanie.
ce dont viendra renforcer la prévention contre la Covid-19 en Mauritanie. Vous le savez, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, a lancé ce matin une campagne de vaccination qui vise 30 000 ou bien 300 000 personnes en Mauritanie et qui durera jusqu'à la fin de ce mois. La République islamique de Mauritanie a décidé de mettre des jalons forts dans le domaine de la prévention et aussi dans le domaine de la prise en charge des cas de Covid-19. Aujourd'hui, il se trouve que notre système de santé s'est montré résilient et c'est pour cette raison que nous axons tous nos efforts dans la vaccination. La cible qui était fixée à 65% est atteinte jusqu'à 33%, ce qui montre que nous sommes à peu près à 15% de la population vaccinée. Avec votre aide et l'aide aussi des autres partenaires, très certainement, d'ici la fin de l'année, nous arriverons à vacciner plus de la moitié de la population. Pour sa part, l'ambassadeur de la Tunisie en Mauritanie, son Excellence Sabri Chabani, a précisé que cette assistance de 100 000 doses de vaccin AstraZeneca a été décidée sur instruction du président de la République tunisienne, le professeur Kais Saïd, en guise de reconnaissance à l'endroit de son frère, son Excellence le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, pour son soutien et sa solidarité avec la Tunisie dans la lutte contre la Covid-19. Il est à noter que la livraison de ce lot de doses de vaccins coïncide avec le lancement hier de la 4e campagne nationale de vaccination qui durera 5 jours et devra couvrir l'ensemble du territoire national pour renforcer la prévention contre la Covid-19 par la vaccination d'un plus grand nombre de citoyens et de résidents dans notre pays. Voilà, vous l'avez dit donc, la campagne de ce don vient à point nommé puisqu'il y a une coïncidence. Et coïncide donc avec le déclenchement de cette nouvelle campagne de vaccination, la 4e du genre, et qui doit durer donc 6 jours. Alors, comment se déroule cette campagne au niveau de l'intérieur du pays? Nous allons nous rendre dans certaines wilayas pour voir justement comment se déroulent ces journées de vaccination, à commencer par le Trarza. Alors, sur les personnes cibles et sur les moyens, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Doundamar, dont le compte rendu est revu en français par Bokar Baï-là-bas. Ici à Rosso, les pouvoirs publics n'ont pas lésiné sur les moyens pour assurer la réussite de cette campagne qui va s'étaler jusqu'au 19 octobre. Le wali du Trarza, Moula Ibrahim, est allé sur le terrain pour s'informer du visu sur le déroulement des opérations de vaccination et les moyens mis en œuvre par le personnel médical pour qu'il puisse mener à bien sa tâche. Dans ce cadre, il a souligné le rôle que doivent jouer les acteurs, le personnel de la santé et la société civile pour assurer la réussite de la campagne qui doit toucher 21 690 personnes. Cette 4e campagne nationale de vaccination cible le personnel d'encadrement du secteur de l'éducation nationale et les élèves âgés de 18 ans et plus. Cette réunion aujourd'hui a pour objet la sensibilisation des populations encore indécises avec un questionnement: devrais-je aller ou devrais-je rester? Je rappelle, la population cible à vacciner d'ici la fin de l'année est de 196 065 personnes et 61 465 personnes ont déjà reçu leur première dose et 44 172 ont fait les 2 doses complètes, soit 23% de la population qui est cible au niveau régional. Dans cette campagne, qui est la 4e, cible 21 690 personnes au niveau de toute la région pendant les 6 jours. Alors qu'en pensent les personnes ayant reçu une dose de vaccin? Elles affirment que le vaccin est un rempart pour se prémunir du virus, profitant de l'occasion pour exhorter d'autres personnes à venir pour se faire vacciner. En somme, les autorités administratives, sanitaires et les acteurs de la société civile sont mobilisés dans toutes les moukatas de la wilaya du Trarza pour assurer la réussite de cette campagne de vaccination. Campagne de vaccination, donc, comment se déroule à Trarza? Nous venons de le voir. Les autres wilayas ne sont pas en reste. La sensibilisation est en marche. C'est notamment le cas
en Adrar et au Guidimaha. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux, dont les comptes rendus sont revus en français par Abdoulaye Demeba. Seri Babi, le Wali de Sedulaya, s'est rendu au niveau des centres de vaccination qui ont été constitués dans le cadre de cette 4e campagne de vaccination contre le coronavirus. Il a ainsi visité le lycée de Seri Babi et a échangé avec le personnel sur place responsable du déroulement de cette opération. Ensuite, il s'est rendu dans les locaux de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés de cette ville. À Atar, cette opération se poursuit au 2e jour de cette campagne de vaccination. Au niveau de l'école secondaire numéro 1 d'Atar, les élèves ont répondu présents à cette campagne de vaccination qui désormais cible aussi les élèves âgés de plus de 18 ans. Ce membre des équipes qui ont été mobilisées dans le cadre de la vaccination a indiqué que l'affluence est bonne. Les élèves ont répondu présents à cette opération. Elle a déclaré qu'ils utilisent le vaccin AstraZeneca. S'il existe, dit-elle, d'autres personnes qui veulent prendre la 2e dose de ce même vaccin, on peut leur administrer aussi. C'est le seul vaccin qu'on utilise, conclut-elle, pour cette campagne. Les élèves qui ont pris les doses du vaccin se sont exprimés. Ils ont souligné qu'ils n'ont rencontré aucun problème. Ils ont aussi appelé leurs camarades à venir se faire vacciner, ce qui, disent-ils, est très important pour la santé des apprenants. Voilà donc pour ce tour à l'intérieur du pays pour voir la vaccination dans le cadre de cette campagne, de cette nouvelle campagne de vaccination, la 4e du genre qui a été déclenchée justement hier à partir d'Atar, la capitale de l'Adrar. Et le choix d'Atar n'est pas fortuit, c'est ce qu'a expliqué le ministre de la Santé. Donc le choix c'était parce que les wilayas du nord étaient touchés de plein fouet par la 4e phase du coronavirus. Le coronavirus dont la pandémie continue son petit chemin. Voilà les derniers chiffres, à savoir 41 nouveaux cas positifs, 38 guérisons et malheureusement un décès. Ça, c'est le cumul depuis le début de la pandémie. Vous le voyez devant vous sur les images. Voilà, on termine cette page médicale par une journée internationale. Il s'agit de la journée internationale du lavage des mains. Et vous savez d'ailleurs que le lavage des mains, c'est l'une des mesures préventives contre la Covid-19. Et cette journée a été en tout cas célébrée aujourd'hui puisqu'elle coïncide avec chaque 15 octobre. Et le 15 octobre, c'est cette journée. Alors, le ministère de l'Action sociale et de l'enfance et de la famille a procédé à plusieurs activités dans le cadre de la célébration de cette journée. De quoi le ministère plutôt de la Santé, et de quoi s'agit-il, Nadia Jekani? L'une des causes du décès de 165 000 personnes à travers le monde. À cet effet, et dans le cadre de la Journée mondiale du lavage des mains, le ministère de la Santé a tenu une réunion au cours de laquelle le Comité national multisectoriel a discuté du processus de mise à jour de la stratégie nationale de promotion de l'hygiène publique. La directrice de l'hygiène publique auprès du ministère de la Santé, Mme Aminata Ahmed Loudi, a indiqué que cette réunion a pour but d'engager les politiques et les programmes visant à promouvoir le lavage des mains avec du savon. Elle a souligné que la coordination entre les différents départements concernés par l'hygiène sanitaire, notamment l'hydraulique, l'éducation et le tourisme, font partie du processus de mise à jour de la stratégie nationale de promotion de l'hygiène publique. Mme Aminata Ahmed Loudi a ajouté la nécessité de sensibiliser et de mieux faire comprendre l'importance du lavage des mains avec du savon, ce qui permet d'améliorer la santé et de sauver des vies. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Et c'est une journée qui est extrêmement importante. Et vous savez que le Covid nous a rappelé vraiment à quel point c'était important de se laver les mains. Ce simple geste de se laver les mains à l'eau et au savon, au moment critique, c'est la meilleure habitude que vous pouvez avoir pour protéger vos proches, pour vous protéger votre santé. Est-ce que vous savez combien chaque année dans le monde de personnes décédées on pourrait éviter si on se lavait les mains au moment critique? Vous en avez une idée? Non.
165 000 personnes. De nombreuses maladies pouvaient être évitées par le lavage des mains avec du savon, tel que la COVID-19. Le lavage des mains a été au cœur de la lutte contre la propagation du coronavirus. Des experts sanitaires et des acteurs dans le domaine social et sanitaire ont participé à cette réunion. Voilà donc pour la célébration de cette journée internationale de lavage des mains. On va parler maintenant des activités de l'agence Taazor, de la délégation Taazor, qui a organisé plusieurs ateliers à l'intérieur du pays, notamment à Nassaba, au Gudimaha et au Gorgol. Synthèse de tout cela avec nos correspondants régionaux, dont les comptes rendus sont compilés en français par Abdelrahman Hamad. L'objectif de cet atelier de formation organisé par la délégation générale de Taazor à Kaïdi est de permettre aux maires participants de maîtriser l'utilisation de la plateforme numérique dans les activités de traitement des dossiers portant sur les demandes de financement des projets, d'activités génératrices de revenus et des projets associatifs. Dans son mot d'ouverture, le Wali, M. Ahmed Nahoul Sidibba, a indiqué que la plateforme numérique permet aux acteurs locaux du domaine économique d'accélérer l'exécution des interventions de Taazor, d'assurer la transparence et de définir les priorités des populations du pays. Un atelier similaire a été également organisé à Kifa, capitale de la Saba. La rencontre de 2 jours a été supervisée par le Wali, M. Mohamed Ahmed Mouloud, qui a indiqué que l'utilisation de la plateforme numérique créera une dynamique économique permettant de financer des activités génératrices de revenus visant à améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les plus vulnérables. Idem pour la capitale régionale d'Iguidimara, Selibabi, où l'atelier de formation des maires participants a été ouvert par les Wali, qui a indiqué que l'utilisation de la plateforme numérique créera une dynamique économique permettant de financer des activités génératrices de revenus visant à améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les plus vulnérables, conformément au programme Mes priorités du président de la République. L'objectif de cette série de formations étant de rapprocher l'administration du citoyen, où qu'il soit. Voilà donc pour ces ateliers de Taazor, notamment à Kaïdi et à Selibabi. On termine par un autre atelier, ou plutôt une concertation, cette fois organisée par la zone franche de Nouadhibou. Compte rendu de notre correspondant permanent Abdallah Zoubair, compte rendu revu en français par Abdullah Demeba. Plusieurs experts ont présenté le plan quinquennal de ce centre dont l'objectif est d'améliorer le climat des affaires, stimuler les opportunités d'investissement au niveau de la zone franche. Les mécanismes juridiques et la législation en vigueur ont été passés au peigne fin. Durant la dernière journée de ce forum, ces concertations se sont tenues sous la supervision du secrétaire général de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Le secrétaire général de la zone franche de Nouadhibou a indiqué que ce forum a permis de mieux faire connaître le rôle de la zone franche, particulièrement le centre de régulation, en plus des aspects liés à la législation et aux mesures incitatives qui ont été mises en place. Se dit-il, afin d'attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Les participants ont mis en avant l'importance de ces journées de concertation qui, disent-ils, ont permis de pouvoir s'enquérir du rôle du centre de régulation dans le cadre de l'arbitrage entre les différentes parties, ce qui, souligne-t-il, permettra à tout un chacun de disposer de ses prérogatives et recouvrer ses droits dans le cadre de la législation en vigueur. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, donc ça c'était la réunion aujourd'hui du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui a examiné, adopté un projet de loi sur la loi des finances 2022 caractérisée notamment par une augmentation de 13% des budgets des départements sociaux. Ici, c'est cette activité de sensibilisation organisée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'était hier soir à Riyad. C'est une activité de sensibilisation sur l'importance de la formation professionnelle. Et ici, dans le domaine culturel, c'est le congrès extraordinaire de l'Union des poètes et écrivains mauritaniens, congrès extraordinaire qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de la Culture,
de la jeunesse, des sports, des relations avec le Parlement. Voilà, et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de continuer à respecter les mesures préventives et surtout de vous faire vacciner si ce n'est pas encore le cas, surtout que vous avez l'occasion actuellement avec cette nouvelle campagne nationale de vaccination, la 4e du genre qui utilise le vaccin britannique AstraZeneca et c'est une campagne qui doit durer 6 jours. Et puis, n'oubliez pas non plus que ce sont des gestes aussi bien pour les mesures préventives que pour la vaccination. Ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous et pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.